Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, les Français lèvent les yeux vers le ciel et se demandent quel temps ils vont trouver pour ce week-end de la Pentecôte qui est déjà maintenant bien entamé. Des départs hier soir, surtout ce matin, bien sûr. Nous allons y revenir dans un instant, essayer de faire le point de la circulation. Je pense que malgré tout, ce qui nous intéresse tous, a priori, c'est justement ce temps et cette météo. Je me tourne là vers Monsieur Duclet de la Météorologie nationale pour savoir comment cela va se passer. D'abord aujourd'hui, pour ceux qui sont sur les routes, disons. Eh bien aujourd'hui, si vous voulez, la situation s'est aggravée un petit peu dans l'ouest, mais en règle générale, le temps est assez beau et frais, avec quelques éclaircies et un peu de soleil dans l'est. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura des averses, par exemple, cet après-midi? Non, très faible. Je pense que, si vous voulez, le temps est instable, mais enfin, cette menace est très faible d'averses pour aujourd'hui. Bon, donc une journée plutôt souriante. Pour demain, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, pour demain... Nous allons jeter un coup d'œil sur une carte, d'ailleurs, la voici. C'est exact. J'ai essayé de schématiser le temps prévu pour demain, dimanche de la Pentecôte. Ça sera du temps assez beau dans l'est et le nord-est de la France, mais frais le matin. Et les pluies que j'ai signalées tout à l'heure dans l'ouest viendront se situer demain sur le bassin parisien, le Massif central et une partie du sud-est de la France. Et pour les températures, parce qu'il ne fait pas très chaud quand même en ce moment. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Demain, comme maximum, de l'ordre de 18 degrés pour Paris et un peu plus de 20 degrés dans le sud-ouest. Voilà pour dimanche, un petit coup d'œil sur la carte de lundi, pour lundi de Sur la Pentecôte. carte de lundi, si vous voulez, j'ai oublié de signaler pour demain tout de même une amélioration dans l'ouest et le sud-ouest. Pour demain, eh bien, toujours un peu un temps nuageux sur une bande centrale allant de la Champagne au Massif central et peut-être une aggravation dans le sud-ouest et de part et d'autre de cette zone, c'est-à-dire dans l'est et dans l'ouest, comme vous le voyez, eh bien, une amélioration avec des éclaircies. Donc la dominante du temps de Pentecôte, c'est un temps assez frais, avec des éclaircies et quelques menaces de pluie de courte durée. Est-ce qu'on peut penser que le vrai beau temps va arriver bientôt finalement? Oui, c'est une question assez délicate. Disons que ce beau temps n'est signalé que vers la mi-juin. Si vous voulez, pour la semaine prochaine encore, c'est un courant qui nous vient de l'Atlantique, assez perturbé, avec toujours un peu de périodes ensoleillées, mais aussi quelques passages de pluie de courte durée. Je vous remercie. Pour ce qui est des départs sur les routes eux-mêmes, une fois de plus, un gros dispositif a été mis en place, bien sûr, le plan Émeraude, le plan Prime Vert, et puis toute une armée d'hélicoptères et de gendarmes, bien sûr. Comment cela se passe ce matin? Y aura-t-il des embouteillages dans le courant de la journée? François Cornet. Le week-end prolongé de la Pentecôte a la triste réputation d'être l'un des plus meurtriers de l'année sur les routes. 121 morts l'an dernier, 3750 blessés. Comme pour les fêtes de Pâques, ce week-end, un important dispositif de surveillance a été mis en place. 35 000 hommes équipés de radars et de voitures Trafipax, appareils redoutables permettant de photographier les infractions et de contrôler la limitation de vitesse. Prudence donc, si vous n'avez pas encore pris la route, les gendarmes, les CRS mobilisés dans le cadre du plan Prime Vert et de l'opération Émeraude ont pour consigne de limiter les risques d'accident. Pour cela, ils se montreront intraitables avec les automobilistes imprudents. Les départs se sont amorcés dès hier matin, timidement toutefois, puisque l'on enregistrait aux sorties de Paris un débit supérieur de 2% seulement au flux normal. Le trafic devait s'intensifier en fin d'après-midi et il était difficile un peu partout en France de quitter les grandes villes en voiture. Ce matin, voici quelle était la physionomie de la situation à la sortie sud de la capitale filmée il y a à peine une demi-heure. Circulation un peu plus dense qu'un samedi normal de printemps, mais n'entraînant pas de difficultés réelles cependant pour les automobilistes. Les problèmes de trafic routier se situent surtout à cette heure-ci dans l'ouest de la France, où l'on note des bouchons à Évreux, dans le Gard et les Bouches-du-Rhône à Pont-Saint-Esprit et Arles. Si vous n'avez pas encore pris la route, sachez que cet après-midi, à partir de 14 h, la circulation sera très dense, notamment aux sorties de Paris, pour redevenir normale vers 17 ou 18 h. Pour vos retours, deux informations. Circulation très dense prévue lundi entre 14 et 21 h, trafic important mardi de 7 à 11 h. À propos des autoroutes, on se souvient de ce qui s'était passé l'hiver dernier sur l'autoroute de la vallée du Rhône. Tout le monde avait été un peu surpris par une vague subite de mauvais temps. Les responsables de l'autoroute Paris-Normandie, Paris-Rouen, viennent de mettre en place un dispositif qui justement devrait éviter ce genre d'accident. Il s'agit en fait de la première autoroute sonorisée.
Ici fourgon sécurité numéro 4. Signalisation de chantier en place. Chaussée rétrécie à une voie. Commencement travaux. Bien reçu, information bien reçue, je répercute immédiatement. La Société de l'autoroute Paris-Normandie est heureuse de vous accueillir. Elle vous informe qu'à partir du kilomètre 101, en direction de la province, la circulation ne s'effectue que sur une seule voie. En conséquence, elle vous recommande de respecter la signalisation en place et d'observer la plus grande prudence. Merci. Monsieur Caillot, vous êtes directeur de l'autoroute Paris-Normandie. Quel a été le souci de votre société en installant ce nouveau dispositif sonore? Le souci de la société a été de fournir à l'usager de l'information, disons, permanente sur les incidents ou éventuellement accidents qui pourraient survenir sur l'autoroute. Le souci de la société est d'une information rapide et adaptée à toutes les circonstances qui peuvent se présenter. Est-ce qu'on doit penser que cette mise en place vient après les événements que nous savons sur l'autoroute A7? Elle vient après, effectivement, le président du QG, président de la société, aussitôt après les incidents de la vallée du Rhône, a décidé de mettre en place des dispositifs sonores que nous voyons aujourd'hui. Et c'est la première fois, je crois. Et c'est la première fois en France, effectivement, et nous pensons que ce sera très efficace et surtout adapté aux circonstances particulières de l'autoroute, où il est indispensable de porter l'information sur les lieux mêmes des incidents. La Société de l'autoroute Paris-Normandie est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un voyage agréable. Elle vous recommande la plus grande prudence et vous invite à attacher vos ceintures de sécurité. Merci. Bon voyage, seulement les Français ne sont pas toujours des anges en ce qui concerne, vous le savez, le code de la route. On s'est même aperçu il y a peu de temps que bon nombre d'entre nous avaient oublié nos premières leçons de code de la route et de l'auto-école. Il n'empêche que certains automobilistes protestent malgré tout. Ils protestent sur ce qu'on peut appeler la signalisation abusive. À certains carrefours, il est bien difficile quelquefois de s'y retrouver. En plus de cela, on va bientôt ajouter des panneaux de signalisation internationaux. Certaines auto-écoles ont pensé à ce nouveau problème. Ils ont l'intention de recycler gratuitement ces automobilistes un peu perdus dans une forêt de panneaux en tout genre. Exemple d'automobiliste perdu, Louis Doucet. Plus d'1 million de personnes passent chaque année leur permis de conduire. Ce qui me paraît le plus difficile dans l'apprentissage de la conduite, enfin, il me semble que c'est le code de la route et la signalisation routière. Oui, la technique et automobile, il n'y a pas de problème. Non, pas tellement, ce sont des choses qui sont même assez plaisantes à voir, parce que le code a un côté un peu rébarbatif. Et les panneaux. Et c'est ça. Pour ce qui est de la technique, donc pas de problème. Ce serait plutôt du côté intellectuel, si l'on peut dire, que viendraient les défauts. Comment en effet les automobilistes roulant à une vitesse qui leur est souvent imposée peuvent-ils avoir non seulement le temps de déchiffrer l'accumulation des injections qui leur sont notifiées, mais encore d'y obéir? Leurs réactions sont une des grandes énigmes de la route. Énigme que ne viendra pas simplifier l'apparition de la nouvelle signalisation internationale. On peut déplorer que dans certaines circonstances, il y ait une trop grande répétition des signaux et une confusion dans l'esprit des conducteurs, si bien qu'ils n'y prêtent plus attention dans certains cas. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire un recyclage des conducteurs ayant déjà un permis de conduire. Un sondage fait par l'ONCER donne 97,75% de conducteurs ayant un permis de conduire qui seraient ajournés au permis de conduire parce qu'ils méconnaissent le code de la route. Alors qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle signalisation? Eh bien, nous allons, en ce qui concerne les auto-écoles qui sont adhérentes à notre chambre syndicale patronale des enseignants de la conduite des véhicules à moteur, organiser dans nos salles de cours des cours de recyclage, justement, pour les conducteurs possédant déjà un permis de conduire. On pourra y aller comme ça, sans problème. Ce sont des cours de recyclage entièrement gratuits.
nous estimons qu'il y a trop de morts sur les routes par une méconnaissance du code de la route. Et par conséquent... Gratuit, mais pas obligatoire. Eh non, hélas. En attendant, Pour certains d'entre vous, la Pentecôte, c'est déjà le premier contact avec la plage. En tout cas, la plupart des Français en ce moment, je pense, rêvent au bain de soleil de cet été. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le travail préparatoire. Avant la saison, il faut tout de même faire le ménage. Les plages ne sont pas toujours très propres. Et en Aquitaine, par exemple, eh bien, on est déjà en plein travail à ce sujet. Dans un peu plus d'un mois, les grandes vacances vont commencer et les estivants vont se ruer sur les plages de la côte aquitaine. Une ombre à ce tableau, le sable des plages est souvent recouvert de détritus. On estime en effet à 8000 mètres cubes le volume des déchets rejetés par la mer, ce qui représente la totalité des ordures ménagères de la communauté urbaine de Bordeaux ramassées en 2 mois. La mission interministérielle pour l'aménagement de la côte aquitaine vient donc d'entreprendre le nettoyage des 220 km de plage. Comment ce pari sera-t-il tenu? C'est la question que nous avons posée à M. Turpin. La première opération a consisté à mettre au point un dispositif de râteau adaptable sur un engin de terrassement classique et à étudier le profil des dents de ramassage. Le gros problème consiste à éliminer le sable au moment où on recueille les débris. Actuellement, les engins que vous voyez ici autour de nous peuvent être considérés comme à peu près au point. Vous avez d'abord un râteau de grande largeur devant un tracteur à chenilles et quelques chariots à fourche. Le premier engin ratisse la plage sur toute sa longueur en déterrant et en entassant la plus grande partie des débris. Ensuite, les chariots à fourche passent derrière et retrient ces traces de sable et de débris pour les déposer à des emplacements choisis le long de la plage où il est possible de les brûler. Est-ce qu'il faudra recommencer cette opération chaque année? Actuellement, on peut estimer que ce qui est accumulé le long des plages correspond au minimum à 10 ou 15 ans de rejet, à la fois depuis le large et depuis les courants qui viennent de l'intérieur, ou des plans d'eau situés à l'intérieur. Même si le volume annuel des rochers augmente, comme malheureusement on peut le craindre, on peut malgré tout espérer que le nettoyage actuel aura une efficacité qui se prolongera sur au moins 5 à 6 années. C'est donc à la base qu'il faudrait supprimer ces rejets de déchets. Le gros problème consiste à attaquer le mal à la base, c'est-à-dire à éviter que toutes les rivières et plans d'eau servent de dépotoir permanent pour les plastiques et toutes les ordures ménagères. Est-ce que les plages seront prêtes pour les vacances? Malheureusement, nous n'avons pas commencé exactement à la date que nous aurions désiré, mais nous pouvons espérer que le principal du nettoyage sera terminé pour le 1er juillet. À propos des problèmes de la pollution, une constatation faite par M. Poujade et qui va peut-être vous étonner, surtout si vous êtes parisien. Selon le ministre de l'Environnement, la pollution de l'air à Paris a diminué de 40% en 4 ans. Et les leçons tirées par cette série d'expériences vont permettre des mesures analogues, paraît-il, dans les grandes métropoles de province. Pour le reste, aujourd'hui, l'actualité politique est quelque peu en sommeil. Un chiffre pourtant dont on va beaucoup parler ces jours-ci, les prix ont augmenté de 0,6% au cours du mois d'avril. Cela donne en 4 mois une augmentation des prix de détail de 2,1%. Des incidents sérieux hier soir sur le campus universitaire de Grenoble. Des étudiants maoïstes et sud-vietnamiens se sont affrontés. Des coups de feu ont été tirés. Il y a plusieurs blessés. Le calme est revenu dans le courant de la soirée. La police n'a pas pénétré dans le domaine universitaire. Il n'y a eu aucune arrestation. Dans le domaine social, ces jours-ci, une certaine agitation à Flixecourt dans la Somme. Le directeur du personnel et 4 cadres de la direction d'une usine de fabrication d'emballages plastiques ont été enfermés dans leur bureau par les ouvriers. Là encore, il s'agissait du problème de la retraite à 60 ans. Troisième jour de grève pour les 410 ouvriers des usines de textile et d'emballage de Flixecourt dans la Somme. Depuis 24 heures, les présidents directeurs généraux, Bernard et Maurice Villot, sont séquestrés. Ce matin, ils étaient rejoints par 2 de leurs directeurs venus négocier avec le personnel. Bernard Villot nous explique de quelle façon s'est passée sa nuit. Comment s'est passée cette nuit? Oh, assez bruyante à première vue. Mais enfin, vous savez, c'est pas grave. Alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est finalement les résultats, parce qu'il s'avère que vos ouvriers, les ouvriers de cette entreprise, ont reçu une augmentation déjà. Actuellement, écoutez, si l'on part 18 mois en arrière, on s'aperçoit qu'en fait,
Les augmentations de salaire depuis 18 mois sont de 20%. Grosso modo, je crois presque 13% pour l'année dernière. Et depuis le début de cette année-ci, 7 à 7,5%. Je voudrais, en préalable, obtenir l'accord des délégués du personnel et des délégués syndicaux que, mardi par exemple, et sous le contrôle de l'inspection du travail, puisse se dérouler un vote à bulletin secret sur la reprise du travail et en considération des propositions que nous établirons à ce moment-là. Nous attendons des chiffres et on nous dit maintenant, nous allons vous proposer quelque chose, il faudra voter à bulletin secret mardi. Nous sommes tout à fait pour démocratiquement ce vote, c'est tout à fait logique, mais nous ne pouvons quand même pas accepter des propositions dérisoires. Est-ce que vous allez continuer à séquestrer maintenant les deux directeurs? Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Le personnel décidera de la suite de l'action qui est engagée, qui a toujours été engagée par eux. Ils ont pris leurs responsabilités, nous prenons les nôtres bien sûr en tant que délégués syndicaux, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous trouvez que c'est très démocratique de garder des gens comme ça toute une nuit? Absolument pas, et croyez bien que ce n'est pas pour la joie de le faire. Voilà pour l'actualité sociale, française et économique, politique. Il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Sur la scène internationale, une seule chose nouvelle à noter ce matin, M. Gustav Husak a été réélu premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque à l'issue du 14e congrès du parti qui s'est achevé ce matin. Les obsèques de Jean Vilar seront célébrées aujourd'hui à 14h30 dans l'intimité. Il reposera désormais au cimetière marin tout proche de sa maison de Sète, cette maison dans laquelle son fils l'a découvert hier matin. Nous allons voir dans un instant d'ailleurs le jardin, le voici, le jardin de la maison de Jean Vilar, une villa qu'il avait baptisée Midi le Juste en hommage à Paul Valéry. Christophe Vilar, son fils, habite lui un petit pavillon à 40 mètres seulement de la maison principale. Hier matin, il a découvert son père inanimé sur son lit. Jean Vilar était mort vraisemblablement pendant son sommeil. Il a succombé à une crise cardiaque il y a 2 ans déjà. Il avait subi un début d'infarctus, mais sa famille le pensait totalement rétabli. Avant-hier encore, il travaillait dans cette pièce du rez-de-chaussée ouverte sur la mer. Il préparait le festival d'Avignon et il avait dû rester fort tard devant son bureau. La pièce n'a pas bougé. Sa veste et sa casquette sont encore à l'endroit où il les avait posées. Encore une affaire de Fort Chabrol. Depuis ce matin, un repris de justice de 23 ans s'était barricadé chez ses parents à Elancourt, dans les Yvelines. Lorsque les gendarmes se sont approchés, il a tiré, sans les toucher fort heureusement. En fin de matinée, le représentant du parquet de Versailles est arrivé sur les lieux. Il a pu pénétrer à l'intérieur de la maison. Il a fini par faire entendre raison au forcené qui, paraît-il, est en train de déjeuner tranquillement maintenant avec ses parents. Enfin, disons qu'il aura quand même quelques ennuis probablement dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. Un incendie également ce matin qui a ravagé un hôtel à Thoiry, juste en face du domaine zoologique. 4 personnes ont été blessées. Les dégâts matériels surtout sont très importants puisqu'ils s'élèvent à 3 millions de francs actuels, bien entendu. On a vu déjà beaucoup de détournements d'avions au cours de ces derniers mois. La nuit dernière, c'est un Boeing 727 qui a été détourné de New York sur les Bahamas. Le pirate de l'air a été neutralisé à l'arrivée. Il avait exigé une somme assez rondelette de 250 millions de francs, ancien tout de même. Une originalité dans cette affaire, il s'agissait, ce pirate de l'air était un ancien motard, policier et motocycliste de la ville de New York. Pour la deuxième fois, en 10 jours, l'Union soviétique vient de lancer un engin spatial en direction de Mars. La durée du vol sera sans doute d'environ 6 mois. Mars 3 est porteur d'une série d'instruments destinés à l'exploration de la planète et de ses environs. Parmi ces instruments, des appareils français qui ont été mis au point par des chercheurs de l'Observatoire de Paris-Meudon. Je pense que François de Closet, qui se trouve toujours au Salon du Bourget, va pouvoir nous donner quelques précisions à ce sujet. François de Closet. Eh bien, pour ce qui est de Mars 3, c'est donc le frère jumeau de Mars 2. Et pour avoir des informations sur cet engin, malheureusement, on ne les a pas au stand soviétique car l'engin est encore secret, bien qu'on pense que sa mission soit bel et bien de tenter de se poser en douceur sur Mars. Ces précisions, on les a au stand français où l'on peut voir cet appareil. Oh, c'est de la boîte noire d'électronique, c'est l'expérience qui est embarquée à bord de Mars 3. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'un récepteur radio. Un récepteur radio qui va recueillir, pendant le voyage entre la Terre et Mars, les ondes radio émises par le Soleil.
et puis il les renverra à la Terre, et on comparera, si vous voulez, la façon dont on entend les ondes radio émises par le Soleil depuis la Terre au radiotélescope de Nancy et depuis l'espace à bord de Mars 3. Voici cette expérience stéréo qui a été conçue par le laboratoire d'astronomie spatiale de Meudon. Et pour le reste, nous n'avons pas tout de suite d'informations sur Mars 3, pas plus que sur Mars 2. Ce sont encore des engins secrets. À vous, Cognac. Actualité sportive, Michel Drucker, avec la deuxième demi-finale de la Coupe de France de football. Dinalo derrière nous, Sochaux-Lyon hier soir. En effet, l'équipe de Dinalo, l'Olympique lyonnais, a réalisé une très bonne performance en allant gagner à Sochaux 1-0 sur le terrain de l'adversaire. Je le répète, c'est presque un exploit. Je vous propose d'ailleurs de voir tout de suite un résumé filmé de ce match qui a donc eu lieu hier soir à 20h30 au stade Bonal à Sochaux. Nos camarades de Besançon étaient en effet au bord de la touche. Voici leur reportage. Hier soir, les 15 000 spectateurs du stade Bonal à Sochaux n'ont pas assisté à un match de demi-finale de Coupe de France entre Sochaux à gauche, culotte sombre, et Lyon à droite, tout de blanc vêtu, mais à un bon match de championnat. En effet, malgré la présence inespérée de Georges Lèche au sein de l'équipe sochalienne, les locaux n'ont jamais donné l'impression qu'ils pourraient mettre Lyon en danger. Un Lyon robuste, calme, serein, qui se frisait les moustaches et opérait en contre-attaque par le fameux triangle Dinalo-Félix-Chiesa. Et à la 40e minute, c'est la faute indiscutable de Batman sur Chiesa. Chiesa qui tirera le pénalty. Mais Batman sera là pour l'arrêter. Et ainsi, l'on arrivait à la mi-temps sur un score encore vierge. La deuxième mi-temps va démarrer très vite pour les Lyonnais. En effet, à la 48e minute, Félix devait dribbler Burclay et passer à gauche à Ravier, qui, complètement démarqué, reprenait de façon irréparable devant une cage vide. 1-0 en faveur de Lyon, c'était le coup d'assommoir pour les Sochaliens qui allaient cependant tenter de réagir par le jeune Maillère, détonnant de brio, et surtout Michel Watteau se livrant à un travail de titan. Mais hier soir, rien n'y fit, la jeunesse et la santé de Lyon ont fait la différence devant une équipe de Sochaux émoussée. Le match retour s'annonce donc très bien pour les Lyonnais qui, ne l'oublions pas, sont des spécialistes de la Coupe. Je vous rappelle que la première demi-finale entre Marseille et Rennes s'était terminée par un succès de l'OM 1-0, ce qui permet aux Rennais de conserver toutes leurs chances pour le match retour qui a lieu mardi prochain à Rennes. En ce qui concerne le match Sochaux-Lyon, je voudrais vous dire que vous pourrez en voir de larges extraits cet après-midi à partir de 14h55. En effet, une équipe technique du service des sports était hier soir à Sochaux au stade Bonal et a filmé ce match pour vous. Et ensuite, vous verrez les meilleurs moments d'un match qui a eu lieu samedi dernier à Wembley et qui opposa l'Angleterre à l'Écosse dans le cadre du fameux tournoi britannique. Je vous conseille de ne pas rater ce match. Nous diffuserons la première mi-temps dans sa totalité. Le score était acquis à la mi-temps et cette première mi-temps a été de toute beauté. Elle a vraiment atteint un niveau exceptionnel. Football toujours, en championnat national, si l'on connaît depuis plusieurs jours les 3 équipes qui vont accéder à la division 1, on ne connaît pas encore le champion de France. Et la poule finale a commencé hier soir, elle met au prix, je vous le rappelle, les 3 équipes qui vont monter, c'est-à-dire Paris Saint-Germain, Monaco et Lille. Le premier match opposé hier à Lille, Lille à Monaco, voici les principaux extraits de ce match, qui s'est terminé d'ailleurs par un résultat nul. C'est un reportage de nos camarades de Lille. Beaucoup de monde hier au stade Henri Joris de Lille, à l'entrée des 2 équipes sur le terrain. Lille que voilà, maillot uni, culotte blanche, et en face à gauche, l'association sportive de Monaco, les 2 équipes ayant terminé, vous le savez, en tête de leur championnat des groupes respectifs. Le match va très vite, et c'est Carayon qui est le premier en difficulté, l'excellent gardien de but monégasque. Et même Lafont qui tire de loin et oblige l'excellent Carayon à détourner en corner. Bagic tire le corner et le même Carayon détourne encore une fois. Mais rien ne sera marqué avant 25 minutes de jeu. Dubal ici adresse une balle que le gardien lâche, puis s'y reprend 2 fois, et finalement la défense se dégage. C'est l'Estringuet qui joue dans les buts pour Lille, ici encore un arrêt calme de Carayon, mais ici il est battu par De Ferré sur un centre de Martigny, l'ailier qui lève les bras. Mais ici, Petit, avec tout son temps, ajuste le tir et égalise. La mi-temps n'est pas terminée et Lille va reprendre l'avantage sur ce ballon détourné par Lou. 2-1 à la mi-temps pour le LOSC, but contesté d'ailleurs par les visiteurs. Tout est à refaire, 2-1, surtout que dans les premières minutes, Lafont va contrer une balle qui sera au profit d'un monégasque et le gardien de but, l'Estringuet, va sortir au devant des joueurs et ce sera l'égalisation. Voici l'action.
L'Estringuet sort, mais trop tôt. 2-2, ce sera d'ailleurs le score final entre Lille et Monaco. Les Monégasques jouant au cours de la deuxième mi-temps à 10 de Wilder ayant été sortis par l'arbitre M. Machin. Tennis aussi, ça semble bien marcher pour les Français. Oui, Roland Garros. en effet, Roland Garros, nous en sommes maintenant au 16e de finale des internationaux de France Open. Et pour les Français, en effet, ça marche bien puisque 8 Français sont encore en course. Rouillet, Barclay, Barthès, Proisy, Geoffrey et Chanfraud qui jouent demain. Et Dominguez et Goven. Ces deux derniers joueurs disputent dans quelques instants des matchs difficiles mais qui s'annoncent très passionnants. Le jeune bordelais Dominguez affronte Panatta, le numéro 1 italien. Et Goven, lui, joue contre Nicolas Pietrangeli, un revenant qui, depuis le début de la compétition, affiche une forme tout à fait extraordinaire. Boxe. Roland Garros sera encore au centre de l'actualité sportive dans 10 jours, à l'occasion, vous le savez, du match Boutier contre Duran, titre européen en jeu. Ce match, qui aura donc lieu en plein air, a obligé les deux boxeurs à suivre un entraînement un peu particulier. Boutier, lui, s'entraîne à l'Institut national des sports, où Loïs Vanley l'a retrouvé à la fin d'un entraînement particulièrement sévère. Jean-Claude Boutier, le 9 juin, vous affrontez l'Italien Carlos Durand pour le championnat d'Europe des poids moyens. Est-ce que vous savez que le premier Français à figurer au palmarès du championnat d'Europe des poids moyens a été Georges Carpentier il y a 60 ans? Ah oui, je l'ai déjà lu. Vous l'avez déjà lu? Oui. Bon, et est-ce que le fait de vous entraîner en plein air, est-ce que ça a été assez difficile pour vous, vous adapter au plein air? C'était difficile, déjà premièrement à cause du temps, parce qu'entre deux averses, nous devions nous entraîner entre deux averses, quoi. Mais autrement, je crois que j'assimile assez bien, puisque chaque matin, déjà, j'effectue un long footing et je vais donc l'habitude. Donc de ce côté-là, pas de problème. Il y a la collaboration amicale de Pascal Di Benedetto, il y a Dave Atkins, le poids moyen américain, Jean-Claude Capitolin, qui sont tous les trois des grands gabarits, dont le style rappelle celui de Carlos Durand. Et je pense que tout a été mis en œuvre pour que Jean-Claude Boutier devienne champion d'Europe. Charles Michaelis, vous qui êtes l'organisateur, quel est votre favori? Sentimentalement, Jean-Claude Boutier. Sur le ring, c'est un match très dur, très difficile. Et j'espère que dans l'ambiance de Roland Garros, Boutier va pouvoir se surpasser la technique vraiment très très complète de Durand. Mais enfin, je crois, Jean-Claude Boutier, que tous les Français souhaitent que 60 ans après Georges Carpentier, vous succédiez à Carpentier, Billy Balzac, Marcel Thiel, Édouard Tenay, Marcel Cerdan et Charles Humez. J'espère que j'en serai bien. Les turfistes sont gâtés, Jean Berthaud, pendant ce week-end de la Pentecôte. Il y a 2 tiercés, demain et après-demain. Oui, ben parlons d'abord de celui qui se déroule demain, Longchamp. à Longchamp, c'est ça. Dans le prix de l'Esplanade, c'était un handicap pour chevaux d'âge, disputé sur 1950 mètres. Arrivé au 2e poteau, il faut des chevaux très courageux. Eh bien, ils ne seront que 12, car il y a un forfait, c'est Stupa, de l'écurie Wildenstein. Mais l'écurie Wildenstein, il y aura quand même un représentant. C'est Larroi qui sera monté par Yves Saint-Martin. Alors, comme c'est un tiercé où on verra sans doute un tout petit rapport, hein, avec, non pas parce qu'il y a 12 partants, mais enfin, il y a 6 ou 7 chevaux qui se détachent. Je pense que Valse Decker va enfin se réhabiliter. On peut espérer qu'elle va enfin pouvoir passer, ne pas être trop gênée. Que Beaumérad, l'entraînement à l'Équade, va enfin se réhabiliter parce qu'il a pour 2 fois pris l'argent de beaucoup de turfistes. Il était le grand favori et puis il a été malheureux. Mais demain, j'espère qu'il va se réhabiliter. Vous faites confiance quand même. Oui, on lui fait confiance demain. Kingston me semble un outsider intéressant. Il sera monté par Gérard Tibeuf. Et puis Mirancha, tout petite cote. S'il ne pleut pas, et je vous propose, s'il pleut, Northgale à la place. Mais les autres favoris, Larroi, Féroze et Plumbago, qui sera monté par Lester Pigotte, ne me semblent pas très spéculatifs. Ils peuvent être dans l'arrivée. Un mot sur le tiercé de lundi à Saint-Cloud. Il reste actuellement 17 partants, dont la merveilleuse Miss Dan, une meilleure jument d'âge que nous verrons. Voilà. Maintenant, ce tiercé est très très beau. Je préfère celui de lundi à celui de demain. Bon, enfin, nous verrons en tout cas. Nous avons relevé avec attention, comme d'habitude, tous les chiffres et tous les noms que nous donnait Jean Berthaud. Ainsi s'achève en tout cas cette présente édition de Télémidi. Je vous remercie de nous avoir prêté attention.